4 milliards d'euros. C'est ce que la canicule de 2003 avait coûté à l'agriculture française. Et cette vague de chaleur-là était arrivée bien plus tard dans l'année, fin juillet, début août. Celle qui frappe aujourd'hui touche les fermes et les plantations en plein cœur de la saison, bien plus tôt, avec des températures encore plus extrêmes. Et selon les chercheurs, on ne peut pratiquement rien faire à court terme pour protéger les cultures. Voilà ce que personne ne voulait entendre, mais c'est pourtant ce que disent les scientifiques. Le ministère de l'Agriculture a bien réagi. Des premières mesures d'urgence ont été annoncées. Mais si l'on s'y attarde, elles révèlent malgré elles l'étendue du problème. Le ministère autorise désormais le débroussaillement des jachères dans les zones à risque d'incendie, tout en préservant leur statut officiel de jachère, ce statut étant indispensable pour que les agriculteurs continuent de percevoir leurs aides européennes. Une précision qui n'est pas anodine. Sans cette garantie, des milliers d'exploitations auraient perdu de financements essentiels à leur survie économique, au moment même où elles subissent de plein fouet les effets de la chaleur. Le ministère demande également aux chambres d'agriculture d'accompagner les exploitants dans l'adoption des bonnes pratiques face à la canicule. Concrètement, cela signifie surtout une chose, reporter les moissons, car les machines agricoles produisent des étincelles. Et par ces températures, une seule étincelle suffit à déclencher un incendie dévastateur. Enfin, les contrôles des exploitations sont suspendus jusqu'à la fin de la vigilance rouge canicule, pour ne pas ajouter de pression administrative à des agriculteurs déjà à bout. Ces mesures sont maigres. Elles le sont parce qu'elles ne peuvent pas être autrement. La canicule est, de toutes les catastrophes naturelles qui frappent le monde agricole, l'une des plus difficiles à contrer dans l'urgence. Les agriculteurs peuvent arroser leurs cultures, certes, mais encore faut-il qu'ils disposent de réserves en eau suffisantes. Et c'est là que la situation devient vraiment alarmante. Une carte du territoire métropolitain français le montre avec une clarté brutale. 40% des sols français présentent déjà une sécheresse supérieure à la normale. 40%. Cela représente des millions d'hectares de terres agricoles qui manquent d'eau avant même que la canicule n'ait atteint son pic. Dans ces conditions, l'irrigation n'est pas toujours une option. Ce n'est pas une question de volonté ou de moyens financiers immédiats, c'est une question de ressources physiquement disponibles. Et cette ressource est déjà insuffisante. L'Institut national de la recherche agronomique a été consulté pour comprendre ce qui pouvait être fait pour limiter les dégâts. La réponse est sans appel. À court terme, pas grand-chose. Les scientifiques sont formels. On s'attend à des baisses significatives des rendements agricoles cette année. Et la comparaison avec 2003 est éclairante, presque douloureuse. Cette année-là, les pertes avaient atteint 4 milliards d'euros. Une somme colossale qui avait marqué les esprits et les bilans de toute une filière. Mais cette canicule historique était survenue fin juillet, début août. Les cultures avaient eu le temps de se développer une partie de leur cycle avant d'être frappées. Aujourd'hui, la chaleur arrive beaucoup plus tôt dans l'année. Les plantes sont à un stade de développement où elles sont particulièrement vulnérables. Elles n'ont pas encore constitué les réserves qui leur permettraient de résister. Le choc est d'autant plus violent. Ce qui rend cette situation particulièrement difficile à accepter, c'est le contraste avec d'autres catastrophes agricoles. Face au gel, par exemple, les agriculteurs ont développé au fil des années des stratégies d'adaptation efficaces. Lorsqu'une alerte est lancée, ils peuvent mettre en place des systèmes d'irrigation, allumer des bougies thermiques, utiliser des moulins ou des dispositifs de brassage de l'air pour créer des brassages protecteurs autour des plantes. Ces techniques fonctionnent, elles ont été éprouvées, elles permettent de limiter concrètement les dégâts. Face à la canicule, rien de tel n'existe. On ne peut pas couvrir des milliers d'hectares de céréales avec des ombrières en quelques heures. On ne peut pas refroidir un champ entier. La chaleur pénètre partout, elle est diffuse, totale, implacable. Il n'y a pas de parade rapide et efficace. Le travail de protection, lui, s'inscrit nécessairement dans le long terme. Et c'est précisément là que la question devient vertigineuse. Peut-on vraiment s'adapter, sur le long terme, à des événements comme celui-ci ? La réponse des chercheurs est nuancée. Et cette nuance est peut-être la chose la plus importante à retenir. Oui, une adaptation est possible. Mais elle se mesure en décennies, pas en saisons. Les scientifiques de l'Institut national de la recherche agronomique travaillent sur plusieurs axes. Le premier concerne les semences. Les végétaux présentent des adaptations spontanées aux fortes chaleurs. Certaines variétés résistent naturellement mieux que d'autres. L'enjeu est de sélectionner ces variétés résistantes, de les étudier, de les développer à grande échelle. Il faut aussi modifier certaines semences pour que les cycles de croissance et de récolte puissent être décalés dans le temps.
récolter plus tôt ou plus tard dans l'année pour éviter les périodes de chaleur extrême. Ce travail de sélection et de modification prend du temps, des années, parfois des décennies. Le deuxième axe est la reforestation. L'idée peut sembler contre-intuitive au premier abord, cultiver à l'ombre des arbres. Oui, cela rend plus difficile le passage des grandes moissonneuses mécaniques qui ont transformé l'agriculture française au cours du XXe siècle. Mais c'est l'une des seules façons concrètes de protéger les cultures des températures extrêmes. L'ombre des arbres modère la température au sol, réduit l'évaporation, crée un microclimat plus favorable. Et ce que les chercheurs affirment sans détour, c'est que l'ère des grandes plaines cultivées à perte de vue, ces paysages d'open field qui définissent tant de nos campagnes, touche à sa fin. C'est une certitude, disent-ils, pas une hypothèse, une certitude. C'est aussi la fin de la monoculture telle qu'on la pratique depuis des générations. Concentrer toute une exploitation sur une seule culture, c'est concentrer tous les risques sur un seul point de fragilité. Diversifier les cultures sur une même exploitation, c'est étaler les risques, se donner plusieurs chances, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Cette logique, que beaucoup d'agriculteurs plus âgés reconnaîtront comme une sagesse ancienne que leurs parents pratiquaient avant l'industrialisation de l'agriculture, redevient une nécessité absolue face au dérèglement climatique. Le troisième axe est la gestion de la ressource en eau. L'irrigation devra être repensée en profondeur. Non plus comme un outil d'appoint, mais comme un système structurel, intégré à la conception même des exploitations, avec des réserves constituées en amont, des techniques d'économie d'eau, une gestion collective des bassins versants. Tout cela représente des investissements considérables, des changements de pratiques profonds, une transformation de la culture agricole elle-même. On parle souvent, en France, de souveraineté alimentaire. C'est une notion qui résonne particulièrement dans un pays qui se définit depuis des siècles comme une grande nation agricole, un pays dont la gastronomie, les terroirs, les savoir-faire paysans font partie de l'identité nationale. Cette fierté-là, on la ressent dans chaque marché de village, dans chaque conversation sur les produits locaux, dans l'attachement profond que des millions de Français entretiennent avec la terre et ceux qui la travaillent. Et c'est précisément cette fierté, cette identité, cette sécurité alimentaire qui se trouvent aujourd'hui menacées de façon directe et concrète. Car si l'adaptation est possible, elle a ses limites. Et ces limites dépendent directement du niveau de réchauffement que l'on atteindra dans les prochaines décennies. Les chercheurs sont clairs là-dessus. Jusqu'à un certain seuil de réchauffement, les stratégies d'adaptation, celles qui commencent aujourd'hui et qui se déploieront sur plusieurs décennies, permettront de limiter les pertes, de maintenir une agriculture viable, de préserver la sécurité alimentaire. Mais si l'on dépasse certains niveaux critiques de réchauffement, ces efforts deviennent de plus en plus complexes à mettre en œuvre. Les marges de manœuvre se réduisent, les systèmes deviennent instables. Et les situations aléatoires, des canicules comme celle d'aujourd'hui, des sécheresses, des événements climatiques extrêmes, se multiplient et s'intensifient. Les chercheurs n'annoncent pas une famine en Europe, ils ne vont pas jusque-là. Mais ce qu'ils affirment, ce que le bilan des connaissances scientifiques établit avec une constance répétée, c'est que plus la température monte, plus notre système alimentaire devient instable, plus il devient vulnérable aux aléas. Et à l'échelle mondiale, les risques de perturbations graves de l'alimentation et des approvisionnements agricoles deviennent réels, tangibles, mesurables. Il y a quelque chose de profondément troublant dans tout cela. Parce que les agriculteurs qui souffrent aujourd'hui dans leurs fermes, qui regardent leur culture brûler sous un soleil implacable, qui calculent les pertes à venir avec une anxiété que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas, ces femmes et ces hommes font face à une catastrophe pour laquelle ils n'ont pas les outils immédiats pour se défendre. Ils ne peuvent pas, en quelques jours, changer leurs semences, replanter des arbres, reconfigurer leur système d'irrigation. Ils subissent. Et ils savent que la prochaine canicule sera peut-être encore plus précoce, encore plus intense. La question qui reste ouverte, celle qui mérite qu'on s'y arrête vraiment, c'est de savoir à quel rythme la France, ses institutions, ses agriculteurs, ses consommateurs, ses décideurs, est prête à engager cette transformation profonde de son agriculture. Parce que les solutions existent, les chercheurs les connaissent, mais elles demandent du temps, des moyens et une volonté collective qui dépasse largement le cadre d'une seule saison de canicule. Et pendant que ce débat se déroule, les champs, eux, continuent de brûler.